Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'insistance des populations sur leur difficulté à joindre les deux bouts. Les publications font écho de cette opinion. Ce matin, a commencé par Fraternité qui évoque le sujet ensemble manchette de ce jeudi matin. Vous aurez la une des journaux tout à l'heure et vous pourrez découvrir les autres sujets qui ont intéressé les publications ce jeudi matin. Nos débats porteront sur la multiplication d'actes d'insécurité dernièrement au nord du Bénin. Le dernier acte en date s'est déroulé à Malanville. 3 personnes ont perdu la vie. Nous allons ensemble examiner pourquoi il est si compliqué d'éviter ce genre d'actualité au Bénin. Nous sommes jeudi, vous avez rendez-vous avec Instant Droit qui va trancher la polémique. Peut-on filmer ou pas une scène publique et l'envoyer sur Internet? William Cliquant viendra nous aider à mesurer la portée de l'acte et ce qu'en dit le code du numérique au Bénin. Juste avant, le tour d'horizon de l'actualité sur Internet. Ce sera la fenêtre de Florence Bossa à assumer tout à l'heure. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Cherté des produits vivriers, ça gronde dans les marchés. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024. Campagne agricole 2024-2025. 24 milliards 400 millions de francs CFA pour subventionner le prix de cession des engrais et puis présidentielle 2026 au Bénin. Joseph Diabonou de l'UPR dément la prétendue candidature et annonce des poursuites judiciaires, renforcement des relations diplomatiques. Talon Nam Pamphile Zomanhou, ambassadeur adjoint et envoyé spécial pour Haïti. Je vous en parlais dans mon introduction. Insécurité dans le département de la Libourie. 3 morts et 1 blessé dans une attaque à Malanville. Le matinal, la campagne agricole 2024-2025, près de 25 milliards de francs CFA de subventions sur les engrais, une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Première session ordinaire du bureau politique du BR. Les points inscrits à l'ordre du jour à découvrir dans les colonnes du journal. Le matinal, l'autre quotidien présidentiel 2026, supposé propos belliqueux attribués au président de l'UPR. Diabonou dément et menace d'assigner les auteurs en justice. Le chasseur info, sortie médiatique sur la gouvernance sous talent. Les travailleurs béninois affamés, matraqués, oubliés. La CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB appellent à une historique marche le 27 avril prochain. Selon donc le chasseur info, l'affiche du jour, Conseil des ministres vers la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Dabarou, 8 années de gestion de Patrice Talon à la tête du Bénin, des citoyens partagés entre satisfaction et regret, nous confie donc le journal. Nous sommes maintenant avec le grand jury. Attaque terroriste au Bénin, un poste douanier attaqué à Malanville, 3 morts et 1 blessé grave, dont un militaire, un autre soldat grièvement blessé, nous apprend donc le grand jury. Nous sommes avec Gaskiani Info maintenant, cherté de la vie au Bénin, le mutisme des associations des consommateurs, le journal ne comprend pas, et puis toxicomanie et alcoolisme, les dangers, nous apprend le journal qui nous fait donc un article d'enquête. Nassiara, l'empereur de Niki dans les coulisses du pouvoir que cache le déplacement discret de Sero Toro Tokosari sur Cotonou. S'interroge le quotidien. Campagne agricole 2023-2024. Et là, nous sommes avec décryptage info. 7 851 764 tonnes de tubercules au Bénin en 2023. C'est un progrès, proclame donc le journal. Session des engrais pour la campagne agricole 2024-2025 au Bénin. Le gouvernement reconduit le soutien de l'État aux agriculteurs. Le Figaro national agriculture, le gouvernement béninois soutient les producteurs en réduisant les prix des engrais pour la campagne agricole 2024.
2025. Passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Cherté des produits vivriers, ça gronde dans les marchés. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024. Campagne agricole justement, mais cette fois-ci 2024-2025, 24 milliards 400 millions de francs CFA pour subventionner le prix de cession des engrais. Présidentielle 2026 au Bénin, Joseph Djogbenou de l'UPR dément sa prétendue candidature et annonce des poursuites judiciaires. Selon Fraternité, renforcement des relations diplomatiques, Patrice Talon a nommé Pamphile Zomaron ambassadeur adjoint et envoyé spécial pour Haïti. Insécurité dans le département de la Liborie, 3 morts et 1 blessé dans une attaque à Malanville. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour d'horizon de la une des journaux ce matin dans la Fraternité. Hier, c'était mercredi. Vous avez l'intégralité des décisions du Conseil des ministres donc dans les colonnes du journal à la page 2 précisément avec ce soutien de l'État au profit donc des producteurs de la filière coton pour par la subvention des engrais. Alors, qu'est-ce que l'État compte mettre justement de ce côté-là? Achetez le journal et donnez-vous une idée de la contribution de l'État est décidée par le gouvernement Patrice Talon. La cherté dans les marchés, les produits de première consommation sont difficiles d'accès du point de vue économique. Nous disent les quotidiens ce matin. Fraternité en fait d'ailleurs son principal sujet de sa production de ce jeudi matin. Cherté de produits vivriers, ça gronde dans les marchés, baisse du rendement du maïs et du riz au cours de l'année. De la campagne agricole 2023-2024. C'est la raison qui explique en tout cas, selon Fraternité, cette hausse du prix, notamment des denrées alimentaires et précisément du maïs et du riz. D'autres détails sont à découvrir concernant justement cette situation assez difficile pour le panier de la ménagère. Achetez donc le journal. À la page 3, vous avez des détails. Cette insécurité qui ne cesse pas dans le nord du Bénin. 3 morts et 1 blessé dans une attaque à Malanville. C'était donc au début de la semaine. Fraternité revient là-dessus et explique un peu à travers le constat ce qui s'est réellement passé à l'occasion. À la page 4, vous avez, je dois dire, un article détaillé. Les décisions prises par le Conseil des ministres d'hier. Vous avez par exemple les prix homologués pour le compte de la campagne agricole 2024-2025 pour ce qui concerne les insecticides, les herbicides et l'achat de coton graines, notamment aux producteurs. Vous avez aussi quelques détails liés justement à la subvention apportée par l'État pour la campagne agricole 2024-2025. D'autres détails à la page 4 du quotidien sont à découvrir aussi. On va passer maintenant au bulletin d'information. Quand on est jeudi, c'est une dame aux commandes, Ingrid. Je vous la présente. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Ce matin, vous nous apportez les images de cet Joseph Djogbenou qui a rompu le silence. C'était hier. Et cela fait suite à une publication intensement relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle une déclaration lui a été attribuée, une déclaration dans laquelle il aurait dit qu'il sera candidat à la présidentielle. S'il vous plaît, même sous le crépitement des armes, le président de l'UPR a apporté un démenti lors d'un point de presse. On lui donnera la parole tout à l'heure. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était lui aussi face à la presse. Gaston Dossoui, c'est lui-là que vous voyez à l'écran actuellement. Gaston Dossoui, donc, s'est prononcé sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour soulager les producteurs. C'est dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025. Détails à découvrir. Voici le bulletin. On n'ouvre pas une autre politique. Et direction l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau. Là-bas, on se bat pour démentir une information. Et c'était à travers une conférence de presse, Ingrid. En effet, Tanguy Joseph Djogbenou a apporté des clarifications nécessaires au sujet de sa supposée
candidature à la présidentielle de 2026. Le président de l'UP précise que les auteurs de ces propos mensongers et diffamatoires feront objet d'une poursuite judiciaire. Il a aussi appelé les membres du parti UP Le Renouveau à la sérénité. On l'écoute. Malheureusement, les événements de ces derniers jours, faits de montages grotesques et de calomnies, m'obligent, par devoir, par fidélité à la vérité, par responsabilité, de rompre le silence. Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs, mensongers, diffamatoires, sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. Dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Je salue l'élan considérable et appréciable de solidarité des militants et des sympathisants du parti et appelle chacun et chacune à la sérénité et à la tranquillité. Voilà, on passe à un autre sujet de l'actualité. Les acteurs du secteur de la décentralisation et leurs partenaires techniques et financiers discutent autour des défis liés à leur secteur. C'est à la faveur de la première session du groupe technique décentralisation et déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024. Les travaux ont été lancés par le ministre du tutelle et la chef de file des partenaires techniques et financiers. Le point dans ce reportage. Je déclare officiellement ouvert ce jour, mardi 16 avril 2024, la première session du groupe technique décentralisation et déconcentration et aménagement du territoire. C'est sur ces mots que les travaux de la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 sont lancés. Ces personnes averties du secteur de la décentralisation ici réunies ont pour tâche de mener des discussions autour de plusieurs sujets relatifs à leur secteur. Entre autres sujets, la disponibilité des rapports d'audit du FADEC 2021-2022 et l'analyse des performances des communes, le point des transferts des ressources du FADEC en 2023, ainsi que les dotations non affectées. Ce cadre de concertation se tient dans un contexte principalement marqué par l'adoption en Conseil des ministres en sa session du 9 janvier 2024 de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, dont la mise en œuvre nécessite l'élaboration d'une stratégie indépendamment du plan stratégique du ministère. À cet effet, la contribution et la disponibilité de chacun de vous sont vivement souhaitées. C'est un exercice de redevabilité entre acteurs du secteur pour un dialogue politique fécond et constructif sur les défis actuels. Les partenaires qui soutiennent la décentralisation et que je représente ici en tant que chef de file se réjouissent des échanges qui auront lieu autour de ces défis. Le point des reports de crédit du FADEC, les défis liés à la passation des marchés publics dans les communes et les points des communes disposant de leur PDC 4e génération ont aussi meublé les discussions. Il importe que tous les participants fassent
des contributions de sorte à ressortir de cette salle avec des propositions immédiatement opérationnelles. Ce sur quoi je n'ai d'ailleurs aucun doute au regard du profil technique des participants à la séance. Tout en réitérant ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui incommensurable qu'ils ne cessent d'apporter au gouvernement béninois, je voudrais solliciter une fois encore leur accompagnement sous diverses formes dans l'opérationnalisation de la nouvelle PONADEC. Les travaux de cette première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 vont permettre d'apporter des éclairages sur les différents sujets majeurs qui ont été au cœur des discussions à la suite des signatures de lettres de mémoire de la revue sectorielle conjointe 2021-2022. D'une session à une autre, en images, on quitte les locaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour le palais des congrès de Cotonou qui accueille depuis mardi dernier la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Cette activité qui réunit les différents élus consulaires du Bénin est l'occasion pour ces derniers de procéder notamment à l'adoption de plusieurs documents. Hugues B et Derumpevi nous ferons le point de la session dans nos prochaines éditions. On écoute à présent le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sujet des mesures prises par le gouvernement pour soulager les producteurs dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 au Bénin. Les dites mesures concernent notamment les subventions apportées par l'État pour permettre aux producteurs d'acheter des engrais à des coûts réduits. On l'écoute. La campagne 24-25 démarre sur chapeau de roue avec l'ambition du gouvernement de satisfaire aux préoccupations exprimées par les producteurs. Qu'ils vous souviennent que la campagne passée, lorsque le NPK n'était pas disponible, ça a fait l'objet de revendications fortes. Je rappelle, pour toute fin utile, que Covid a fait que les frais maritimes ont beaucoup grimpé et joue sur le prix de l'engrais à sa destination. La guerre russo-ukrainienne fait que la disponibilité de ce produit-là, de l'engrais sur le marché, s'est amincie. Donc, le marché reste encore aujourd'hui, rien que pour ces deux raisons-là, tendu. Le gouvernement préoccupé par la problématique de faire produire et de produire pour couvrir non seulement nos besoins, mais de générer des revenus pour les producteurs, a jugé bon aller à un soutien aux producteurs sur les prix des intrants, sur des engrais. Ce faisant, le NPK, toute formule, et je rappelle, je dis toute formule parce que la formule coton n'est pas la même que la formule maïs. Le NPK, toute formule, qui nous revenait à 23 500 ou 24 000 le sac de 50 kg, sera cédé à 17 000. Et ce, dans toutes nos communes du Bénin. L'urée nous est revenu à 19 500. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de pouvoir le faire vendre à 15 000 le sac de 50 kg. Le KCL, son prix est maintenu à 14 000. Le SSP, 14 000. Tout ceci pour montrer que nous devons rendre les prix soutenables par les producteurs afin qu'ils puissent produire davantage. Quand vous parlez de riz, vous parlez de maïs, vous parlez d'ananas, vous parlez de palmier à huile, vous parlez de soja. Toutes ces spéculations ont besoin de certains types d'engrais. Voilà, ce sera tout pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin Tanguy.
Merci beaucoup à vous, Ingrid Day. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les informations sportives. Hier, c'était le football, la messe continentale, planétaire, je veux dire, avec la Champions League qui a connu officiellement, en tout cas, les 4 qualifiés pour la phase des demi-finales. Et le match qui a surtout accroché les regards, c'est celui qui a opposé Man City au Real avec, à la fin, la qualification du club espagnol devant les Anglais au bout de long suspense, puisqu'ils ont été obligés de conclure par les tirs au but. Ali Moumouni, bonjour. Et ce matin, on en parle, on analyse un peu l'issue de ces différents matchs, puisqu'il y a eu un autre qui a été joué, notamment le Bayern de Munich qui recevait un club anglais, précisément Arsenal, qui a été justement éliminé. On en parle donc ce matin avec votre invité, puisque nous sommes jeudi matin. Et celui que vous avez appelé ce matin, c'est Dr Ghislain Kwesi Adonou, habitué de ce plateau, passionné du football aussi. Dr Adonou, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin pour donc débriefer cette rencontre assez intéressante. C'était vraiment, je dois dire, très tendu hier. Il ne fallait pas être cardiaque. Tanguy, c'était la finale avant l'heure et puis on a assisté à une très belle explication entre les Merengues et les Citizens hier à l'Etihad Stadium. On s'attendait à avoir une rencontre d'une telle ampleur, d'un tel niveau, et à l'arrivée, ce sont les hommes de Carlos Ancelotti qui réussissent à s'imposer au bout du suspense. Une rencontre au cours duquel Jude Bellingham, comme vous voyez bien sûr à l'image, a été impressionnant. Après, il y a eu l'ouverture du score du jeune Rodrigo Goes et qui sera plus tard réduit par Manchester City qui revient à l'égalisation grâce à l'entrée de ce jeune homme, le Belge Doku, qui a été très remuant, et c'est Kevin De Bruyne, un autre Belge, qui permet donc aux Merengues de s'imposer, et pardon, aux Citizens de revenir au score. Et Lunin, c'est lui l'homme du match. Bon, l'homme du match, pour ceux qui aiment bien sûr cet exercice des tirs au but, mais l'homme du match de l'explication, c'est bien entendu Valverde qui a été couronné pour ce titre. Docteur Adonou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, on parle de cette victoire du Real Madrid hier face à Manchester City. De l'autre côté, il y avait la rencontre Bayern de Munich, Arsenal, 1-0 pour les Bavarois qui ont réussi donc à composter également les billets qualificatifs pour le prochain tour. Alors, que direz-vous d'abord de la performance des Merengues? Oui, hier, nous avions assisté à un choc de titans entre les deux vainqueurs de la dernière édition. Et il faut saluer la résistance des Merengues. Ils ont résisté du début jusqu'à la fin, malgré que les Citizens ont installé un état de siège dans leur camp. Et on dirait que c'est le Real Madrid qui a l'ADN de la victoire dans cette compétition. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont respecté à la perfection les consignes distillées par leur coach. Il faut vraiment féliciter les Merengues pour cette victoire. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître que voilà, City était quand même un cran au-dessus de Real Madrid. Est-ce qu'on peut parler de confiance, puisque là, on est allé jusqu'au tir au but, parce qu'on sait que là, c'est le sort. Oui, c'est vrai, la chance hier était du côté des Merengues lors de la séance des tirs au but. Mais les Citizens ont été maladroits, malchanceux dans la surface. Ils n'ont pas su concrétiser les occasions. Si Andy Lunin, il était vraiment dans son match, oui, il était impeccable sur sa ligne de 7 mètres en 2. Il a réalisé 9 arrêts sur les 18 qu'il a suivis. Donc, il faut vraiment féliciter ce jeune Ukrainien. Alors, on parle de cette performance. Vous parlez tout à l'heure des Merengues, des joueurs du Real Madrid qui ont respecté à la lettre les consignes de leur entraîneur, mais on ne connaît pas l'équipe du Real Madrid assez défensif. Oui, vous savez, si vous jouez en face d'une équipe qui a la possession, il faut mettre en place un système de jeu. Il faut d'abord défendre et puis contre-attaquer. Qui a la possession ou bien une équipe que vous savez oui, qui est... On savait tous que City allait avoir la possession. Hier, c'était
64 contre 36 pour les Merengues. Donc, ils ont vraiment résisté, ils ont défendu du début jusqu'à la fin. C'est ça, une équipe. Quand vous croyez en vos chances, il faut saisir vos occasions jusqu'à la fin. Avant le match, même personne ne donnait... Bon, les statistiques donnaient City vainqueur parce que les gens pensaient que le Real allait subir un naufrage hier sur la pelouse des Citizens. Donc, vraiment, cette équipe, il faut la féliciter. Je pense que, bon, il me semble que la Coupe a choisi son camp, hein, vu la victoire d'hier. Je pense que... Vous parlez tantôt de l'ADN de la victoire, et ça dit que le Real n'a pas nécessairement besoin de jouer, mais qu'il peut finir par gagner ses rencontres. Non, par le passé, le Real nous a prouvé. Le Real gagne des matchs à l'extérieur. Vous vous rappelez de leur triplé sous les Zinedine Zidane. Donc, le Real... City, hier, tout le monde, la possession... C'est l'ADN de City. Pep Guardiola a mis en place une équipe très tactique. Donc, si vous savez que vous n'avez pas les chances de déposséder l'adversaire de la balle, il faut d'abord défendre. Et c'est ce que Carlo Ancelotti a fait hier. Alors, pour vous, hier, s'il y avait une autre possibilité pour City de gagner cette rencontre-là, vu voilà, cette domination, je dirais, stérile, quel était le schéma, quel devait être le discours pour remporter l'explication du côté des Citizens? Oui, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas tenté aussi les tirs de loin. Ils veulent à tout prix partager la balle jusqu'à arriver à la surface de la réparation avant de pouvoir déstabiliser la défense madrilène. Il fallait quand même tenter déjà à 20 mètres, 15 mètres, ça pourrait peut-être donner quelque chose. La preuve, la saison dernière, le but victorieux des Citizens en finale, c'était signé Rodri sur une frappe lointaine. On se rappelle également en demi-finale face au Real Madrid, la frappe lointaine de Stones qui permet donc aux Merengues de prendre l'avance. Et c'est une très belle option, vous l'avez bien dit. Les Citizens auraient peut-être choisi cette option pour pouvoir voilà, essayer de se stabiliser. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le bloc des Merengues était aussi assez, je dirais, assez bas et assez soudé. Donc, c'était un peu difficile quand même de trouver des intervalles de frappe. Oui, alors, de l'autre côté, c'est le Bayern de Munich qui s'impose face à Arsenal. Pour vous, c'est logique. C'est vrai que le Bayern avait pris l'avance à l'aller. Arsenal est revenu au score plus tard. Et puis, la polémique des pénaltys non sifflés en fin de rencontre du côté de Emirates Stadium. Ici, pour la manche retour, ce sont les Bavarois qui s'imposent 1-0. Alors, pour vous, c'est logique? Oui, c'était logique. On savait que ça allait être difficile pour les Gunners d'aller s'imposer à Allianz Arena. Les Allemands ont essayé de provoquer, ils ont joué jusqu'à fond. Et heureusement que Kimmich a pu marquer ce but-là, ce but libérateur qui permet aujourd'hui aux Allemands de se hisser dans le carré d'as. Allez, vous n'avez pas remarqué que Arsenal, en dehors du champ de la Première Ligue, n'est pas assez performant sur le continent européen? Oui. Même pendant la phase de groupe, c'était assez difficile. Malgré pour jouer contre Porto, les efforts de Arteta, il me semble qu'il a juste une équipe, les 11 entrants qui sont quand même performants du début jusqu'à la fin, mais les réservistes n'apportent pas grand-chose. Ce qui fait que les joueurs il y a la fatigue, il faut jouer 3 matchs en l'espace d'une semaine. En espace d'une semaine, il y a vraiment la fatigue qui a pesé sur les Gunners. Allez, il faut le dire ainsi pour la suite. On aura donc Bayern de Munich face au Real Madrid pour les demi-finales. C'est à partir du 30 avril prochain. Le Borussia Dortmund aura pour adversaire le Paris Saint-Germain. Les trouvailles entre ces deux équipes des phases de groupe Borussia Dortmund PSG. Mais de toutes les façons, nous avons assisté à de très belles rencontres, des finales avant l'heure, surtout ces deux explications. En aller-retour entre le Real Madrid et Manchester City. Tanguy, pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'était assez intéressant pour cette semaine. Absolument, et donc on connaît désormais l'affiche des demi-finales. Le Real qui va affronter le Bayern de Munich et puis le club de la capitale française qui devra renouer, puisqu'ils se sont déjà rencontrés en phase de poule, renouer donc le contact avec le club allemand Borussia Dortmund. Vous avez d'autres informations? Oui, c'est passé au plan local, c'est ça? Bien entendu, on revient au plan national pour parler de championnat national dont
La reprise au niveau de l'élite a démarré depuis hier avec les rencontres de la Ligue Pro Suite, équivalent bien sûr de la deuxième division, même si on ne parle plus de deuxième division au Bénin depuis quelques années. On dira tout simplement au niveau de la zone A et B, l'équipe de Abeille FC s'est inclinée face au Buffle FC de Parakou. Score à l'arrivée 2-1. Dynamo FC de Parakou s'impose 1-0 face à la Estonner. Rodio prend le dessus sur Dynamique FC de Djougou 2-0. Beki s'impose 2-0 également face au Real Sport. Tanguy, il faut suivre. Les Panthères de Djougou se sont imposés 2-1, comme si l'équipe voulait rendre. Ça n'arrive pas souvent, hein? Ça n'arrive pas souvent. L'équipe voulait rendre coûte que coûte hommage à son ancien dirigeant. Son président disparu il y a quelques jours de cela. Donc les Panthères s'imposent 2-1 face à Soleil FC. Au niveau de la zone CID, avant Communisport et AS Police se séparent 2-2, score 0 but partout. Jeffa s'incline à domicile 0 but contre 2 face à Étoile Filante. La victoire de Adjidja FC 2-1 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. Il faut noter la victoire également d'Aïnovi 1-0 face à la Jeunesse Sportive de Ouida. Et AS Vaud qui est triste, son adversaire d'Aziza, 3 buts contre 1. On descend d'un cran pour parler maintenant de la 3e division. On connaît l'équipe qui va passer désormais à l'élite la saison prochaine. C'est bien entendu Sitatunga FC qui a réussi à s'imposer hier 1-0. C'était face à l'équipe de CFS. Et Talon a pris le dessus sur l'équipe d'Abisport 2-1. Tambour s'impose également face à Espérance 3-2. Et il faut noter la victoire d'Assos face à la JSV 4 buts contre 2. La suite, ce sera donc ce soir avec la rencontre entre JAM et USS Kraké à partir de 16h. Au classement général, donc, Sitatunga est leader avec 42 points en attendant la rencontre de JAM qui est deuxième, totaliste 32 points. 10 points d'écart entre les deux formations. Et Talon est troisième, Abisport est quatrième. En bas de classement, on a donc USS Kraké qui totalise 17 points et Espérance qui a seulement 12 points au classement général. Tanguy, voilà le point de l'actualité au plan national. Merci, cher monsieur. Amoureux de football, de l'actualité des sports. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Bonne journée à votre invité aussi, Dr Atonou. Merci d'être passé sur Actu Matin, partagez votre passion avec nous ce matin. Je dois trahir votre secret. Vous êtes bien amoureux du club merengue, hein? Oui. Je comprends bien votre engouement justement à expliquer la victoire du club espagnol. Allez, bonne journée à vous deux. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité sur Internet. C'est le temps maintenant de faire un tour d'horizon de l'actualité. C'est ces derniers jours au Bénin sur Internet. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis. Et allez, on va consulter donc l'actualité sur Internet. Et j'imagine que les bavures policières ont occupé les internautes, notamment avec ce qui s'est passé à Nati Tengou dernièrement. Effectivement, Tanguy, l'insécurité routière, le sport sont les sujets qui ont occupé l'actualité cette semaine. Le résumé dans cet élément que je vous demande de suivre. Bonjour à tous, c'était chaud sur la toile cette semaine. En toile de fond, 7 bavures policiers enregistrées dans la ville de Nati Tengou, à 540 km de Cotonou au nord du Bénin. Il y a quelques jours, un citoyen a filmé une scène assez dégradante qui montrait quelques hommes en uniforme qui jetaient leur dévolu sur un concitoyen. Raison avancée, non pas de casque. Cette situation a suscité de vives émotions au sein de l'opinion publique et une grosse colère au sein de la population. En revanche, la hiérarchie de la police républicaine n'est pas restée sourde aux cris de cœur. Elle a décidé de sanctionner les agents mis en cause et leurs responsables directs. Dans un communiqué, la direction a annoncé des mesures prises à l'encontre des agents impliqués dans la bavure. Des caprices de policiers, il y en a eu également à Cotonou, entraînant des sanctions contre les auteurs. Une autre vidéo montrant clairement un policier grimpant la porte d'un véhicule de transport interurbain appelé Tokpa Tokpa pour tenter d'arrêter ce dernier. Une vidéo qui arrache le sourire, mais qui pose un réel problème de la méthode utilisée par les flics dans la répression des infractions routières. Ainsi, un commissaire d'arrondissement de la ville de Cotonou a été limogé et le concerné châtié pour excès de zèle. Par ailleurs, selon des informations de la police républicaine, plusieurs fonctionnaires de police impliqués ou cités ont été mis aux arrêts après avoir été écoutés par le procureur de la République. Aux dernières nouvelles,
4 policiers impliqués dans la bastonnade des usagers à Natitengu sont placés sous mandat de dépôt au tribunal de la ville. Sur la toile, les internautes ont réagi massivement et ont surtout déploré le fait que le jeune auteur de la vidéo a été arrêté. Adaptons nos lois aux réalités des choses. Celui qui a filmé a dû être déposé parce que la loi l'interdit. Mais s'il n'avait pas filmé, comment saura-t-on ce qui s'est réellement passé? Ce sera la parole de la victime contre celle de ses bourreaux. Revoyons ce côté de la loi afin que vivent les preuves. Le menuisier ayant filmé la scène est gardé en raison de quel chef d'accusation? Et pourtant, les organisations internationales accompagnées de notre État font la promotion de la veille citoyenne à travers les outils du numérique. C'est comme si on veut une chose et son contraire. La loi sur le code du numérique doit être reprise à zéro. C'est une injustice à 2 balles. Ça aurait été en Amérique et la police et la justice auront chaud aux fesses. Le code du numérique doit être revu. Il fait trop de blocage à la liberté de la presse et empêche la manifestation de la vérité au Bénin. Autre actualité qui a déchaîné les passionnés sur la toile, c'est le PSG qui réussit à renverser le FC Barcelone ce mardi dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur cette actualité, les émotions étaient vives devant les petits écrans, mais également sur les réseaux sociaux. Les uns estiment que c'est une victoire à mettre à l'actif de Kylian Mbappé qui a réalisé un doublé. D'autres, par contre, pensent que c'est à cause de l'expulsion de Ronald Arroyo. Nous avons sélectionné quelques-unes de leurs réactions. L'UEFA aussi va mettre un arbitre qui officie en Roumanie pour un match de telle envergure. Ils doivent avoir honte. Il faut un grand arbitre pour des grands matchs et un arbitre qui sait gérer la pression du match. Soyez constructifs et arrêtez de critiquer Arroyo ou les choix du coach. Les gens sont en colère parce que vous, les pages, les médias pro-Barça avez tellement justifié votre sac en Ligue des Champions avec plus de 10 théories. Cet internaute qui dit tout simplement « Barça aujourd'hui, demain et pour toujours ». Rendez-vous la saison prochaine pour tout casser. Terminons par cette actualité, les Jeux Olympiques de Paris 2024. La flamme olympique est allumée. Elle voyagera à travers plus de 400 villes du 26 juillet au 11 août 2024 avant de finir son trajet à Paris en France. C'est un événement multisport international qui promet d'être spectaculaire. Tanguy, voilà qui a bien fait le résumé sur la toile sur présentation de Candide Rouneto. Candide Rouneto, qui est très disponible en tout cas pour justement ce tour d'horizon sur la toile. On va passer maintenant à une autre rubrique sur cette émission. C'est toujours actualité sur Internet. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser un peu aux vidéos et images qui, ma foi, ont fait le buzz. Exactement. Ces vidéos comiques et dramatiques abondent sur la toile. Notre immersion dans l'univers des réseaux sociaux nous a permis de sélectionner quelques-unes que je vous demande de suivre. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Oh, no, 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 no. Toi, tu es femme et puis tu as grosse voix. Tu as gêné de la forêt. Y'a un minuit, bon. Y'a un prêt. Y'a un haré d'ailleurs. Bah ouais, a galantier couille. A galantier couille. Bah tu n'as pas de moi. Eh oh, ma ou des soins nous de DJ Jésus de sous mi moi. Face à face. Eh ben c'est donc ouais même. Elle est là, je vis ton domaine là le petit afou là nous me joue. Des pour être petit assis ton pour nous mais c'est là. Et pour nous mais c'est là. Donc il y a le besoin ton quand même.
Tanguy, ce sera tout pour Actu sur le net pour le compte de cette semaine. Merci beaucoup à vous. Florence Bossa, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé justement sur la toile? On vient de feuilleter un peu, je dois dire, l'actualité sur Internet. Et on a commencé justement par ce sujet qui a fait le buzz. Et vous l'avez remarqué dans la rubrique présentée par Florence Bossa. Il s'agit justement de cette affaire de bavure policière avec des flics acharnés contre un citoyen béninois, notamment à Natitingou. Et bien, l'affaire est tombée sur la table du procureur avec une issue qui a surpris plus d'un. Vous l'aviez noté dans le reportage réalisé par Candide Roueto à ce sujet. Pourquoi ça surprend? Eh bien, on va consulter quelqu'un qui connaît les tests de la République, notamment le code du numérique. C'est lui qui va nous aider. Voici donc cet endroit. Ilekoyo, il est Imran Ilekoyo, c'est bien cela, bonjour monsieur Ilekoyo. Expert en droit du numérique, consultant en protection des données personnelles, directeur général du cabinet DPO IT Solutions. Dis donc, beaucoup de titres, ça nous prendra une éternité pour finir les grainer visiblement. Allez, vous avez été invité ce matin par le patron de cette rubrique, c'est lui qui nous entretient là jeudi matin. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tom. On va donc s'intéresser un peu à la prise de vue d'une scène d'infraction, notamment quand il s'agit d'une scène publique. Quels sont les risques encourus au regard de la loi? On connaît l'actualité à ce sujet. Et je l'ai évoqué tout à l'heure même, dominé la semaine écoulée par cette vidéo devenue virale de la scène de bavure policière à Natitingou. Les avis sont allés dans tous les sens quant à la responsabilité de l'auteur de cette vidéo sur l'instant droit de ce matin. Donc on va comprendre un peu si les gens sont en droit de s'indigner de l'inculpation de l'auteur d'un élément de preuve comme celui-là en raison de la diffusion ou de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Vous avez donc invité ce matin Imran Ilekoyo pour en discuter. Justement, Tanguy, bonjour cher invité. Bonjour monsieur William. Déjà, généralement, que dire du droit d'image, de la prise de vue en public, à l'église, sur la route, un peu partout, à un événement festif? Qu'est-ce que la loi au Bénin dit? Ok. Monsieur Williams, je vous remercie. Permettez que, par ma voix, je remercie les internautes à qui vous donnez l'opportunité de mieux comprendre certaines dispositions de la loi, notamment du code du numérique sur la protection des données à caractère personnel. Et je voudrais rappeler également qu'il faut comprendre l'esprit de la loi, l'esprit global du code du numérique. On dit code du numérique, d'accord? C'est des dispositions qui viennent encadrer un peu les dérives que l'on peut commettre à partir de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je voudrais également, par votre antenne, que tout un chacun de nous comprenions une chose. Le code du numérique n'est pas une loi que pour l'État. C'est une loi qui nous protège également en tant que citoyens. C'est ça qui va permettre la répression de tout acte que quelqu'un aurait commis envers nous. Lorsqu'on a les cybercriminels, aujourd'hui devant la criette, ils sont sanctionnés. C'est cette loi qui permet, lorsque je suis victime d'un acte de cybercriminalité, que je porte plainte et que la loi soit également de mon côté. Maintenant, venons-en à votre question, la prise des images en public, à l'église, etc. Le droit d'image au Bénin. Il faut comprendre une chose. L'image est qualifiée d'une donnée personnelle. Parce que l'image qu'on prend de vous permet de vous identifier. Et au Bénin, lorsqu'on prend le code du numérique, il y a plusieurs lois qui sont regroupées ensemble. Maintenant, il y a une loi, le livre 5e de ce code du numérique, qui encadre la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? À partir du moment où vous prenez l'image de quelqu'un, tout usage que vous voulez faire de ces images, de ces données à caractère personnel, la loi lui confère un certain nombre de droits. Il a un droit d'accès, un droit de suppression. Et en résumé, vous prenez l'image de quelqu'un. Pour diffuser cette image, vous devez prendre son consentement. Prenons l'exemple d'un lieu public, la place Amazon, où les gens ils vont en famille ou individuellement, ils vont prendre des photos d'eux. Mais ce qu'ils oublient, avant de poster, il faut vérifier si, en faisant mon selfie, ou bien je prends la photo de quelqu'un, ce que je veux poster, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît sur ça? Si oui, je prends mes dispositions pour flouer
son image pour qu'il n'apparaisse pas. Au cas contraire, soit je prends les dispositions pour demander son consentement à l'image que je viens de prendre, je veux mettre sur les réseaux sociaux. Ou à l'église, permettez, à l'église ou lors des cérémonies, on prend des photos, des images, des vidéos, et à votre grande surprise, vous vous rendez compte que la personne a eu à poster cela. C'est une violation de votre vie privée si préalablement la personne qui a posté l'image n'a pas demandé votre autorisation. Et je parlais, d'accord, au début, je disais que le code du numérique, c'est d'abord, ça aide les citoyens, ça nous confère un certain nombre de droits. Vous savez, vous avez parlé de buzz, n'est-ce pas? Vous êtes à l'église, ou peut-être le pasteur commet une erreur, ou bien vous êtes à l'église, vous somnolez, ou vous êtes à une cérémonie, vous faites quelque chose, ou bien vous êtes ivre, pas mégarde ou pas méconnaissance de la loi. Les gens vont vous filmer et poster cette image de vous. Imaginez que de moi, peut-être dans un bar, on me voit ivre, on poste mon image. Vous voyez l'atteinte que cela a sur ma vie. Sur votre personnalité et sur votre réputation. Aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Quiconque le fait, il peut être sanctionné par la loi si la personne concernée portait plainte. Et dans le cas d'une commission d'infraction, je ne vais quand même pas aller, pour le cas de Nati Tengou, voir un policier dire « Monsieur, vous bastonnez illégalement un contrevenant au code de la route. Je voudrais avoir votre consentement pour prendre cette image qui après va servir de preuve et va même amener la hiérarchie policière à prendre les décisions. » Et dans le cas et même mieux, je veux ajouter un cas. Quand je prends par exemple un voleur qui est en train de voler quelque part, quand il finit, je lui dis « Monsieur, je veux vraiment vous me permettez de publier parce qu'on ne sait jamais quand vous aurez disparu. Est-ce qu'on peut lancer la recherche sur Internet pour... Est-ce que c'est possible? Vous savez, il faut prendre la peine de vraiment lire le code. Le code a prévu tout ce que vous dites. Il n'y a pas que le consentement. D'accord? Il y a quoi d'autre? Par exemple, et je vais prendre, comme on parle des enregistrements, vous savez, il y a un décret par exemple qui autorise certaines structures d'un certain nombre, d'un certain secteur d'activité donné, d'installer des dispositifs de vidéosurveillance, des caméras pour enregistrer. Et je viens à votre question. Est-ce que pour autant, un voleur vient, parce que ces caméras dans les banques, dans les supermarchés, dans les pharmacies, enregistrent au quotidien des infractions. Est-ce que pour autant, je vais prendre l'image pour aller diffuser sur les réseaux sociaux? Vous ne soyez pas étonné qu'en le faisant, vous allez vous retrouver dans la même cellule que le voleur que vous avez interpellé ou que vous êtes en train de poursuivre. Carrément. Pourquoi? Quelle est votre faute à vous? C'est la diffusion de cette image, de cet enregistrement sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut exposer l'individu au vindicte populaire ou appeler le peuple à l'insurrection. Quand on prend le cas des policiers, ce qui a été publié, ça expose. C'est vrai, c'est une preuve, on en arrivera. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que le code numérique interdit qu'on enregistre des preuves? On va y venir. Mais ces policiers, ça les expose, d'accord, aux vindictes populaires, à tout ce que vous avez eu et les écrits sur les réseaux sociaux. On a vu. Maintenant, ok, vous avez un dispositif. Ou bien vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un vient voler et vous l'avez enregistré. Vous n'êtes pas un homme de droit, même si vous êtes même un commissaire. Cela ne vous donne pas droit de publier. Vous allez porter plainte et donner cet enregistrement à la police. Et au nom de quoi la police de prendre, si on veut retrouver l'individu, la police a les prérogatives de publier, de venir vers vous et publier ces enregistrements. Là, vous êtes sauvé. Au cas contraire, d'accord, ok, si vous prenez l'initiative de publier, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, on va arrêter le voleur, il sera jugé pour son infraction. Il aura sa peine. S'il connaît la loi, il peut également porter plainte contre vous pour avoir diffusé son image sur les réseaux. Pour avoir diffusé son image sur les réseaux sociaux. Et il a encore d'image de lui qui commet des infractions. Vous avez apporté la preuve. Vous avez apporté la preuve. Exactement. On l'a vu. Il est coupable de ça. Et vous êtes coupable d'avoir diffusé les images. Et c'est ce qui est réprimandé par la loi. Cher invité Imran Ile Koyo, on va s'intéresser à cet article du Code du numérique qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux et ce sera la dernière question dans cette rubrique Instant Droit. Il s'agit de l'article 527 du Code du numérique. Par rapport à cette actualité de Nati, tout le monde est devenu expert en droit du numérique. On a expliqué combien chacun y allait dans tous les sens. Avec notre réalisateur, nous avons l'article à l'image. Je ne vais plus prendre le temps de le lire. Que comprendre réellement
des dispositions de cet article. D'accord. Heureusement, vous l'avez projeté. L'article 527, le titre, lisez-moi ça de votre position. Enregistrement d'images relatives à la commission d'infraction. À la commission d'infraction. Oui, c'est bon. C'est bon? Ça peut aller. Vous l'avez dit, tout le monde est devenu expert dans l'interprétation. Au moins, ça a permis quand même à la majorité de la population d'avoir une connaissance d'une disposition de la loi, l'article 527 qui dit enregistrement d'une commission d'infraction. Que faut-il comprendre par là? Je veux être très clair, que les gens comprennent une chose. J'ai lu, je vais répondre par rapport à des spéculations qui ont circulé. De toute ma carrière, ça fait 8 ans dans ce domaine, il n'y a jamais une disposition qui interdit qu'on enregistre des policiers, qu'on prenne des photos des hommes en uniforme. Il n'y en a pas. Peut-être que je n'ai pas cette connaissance, vous allez inviter peut-être un autre expert plus tard pour qu'il nous dise que dans la loi, dans le code numérique, il y a une disposition qui interdit qu'on enregistre des hommes en uniforme ou des policiers carrément. La disposition elle a dit quoi? On n'interdit pas d'enregistrer. Lorsque vous lisez l'alinéa 2, qu'est-ce qui est sanctionné? La diffusion. Comme je le dis, peut-être que vous êtes dans une boîte de nuit. Il y a un bagarre qui s'est éclaté. Donc, vous avez filmé. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. Si vous faites cet enregistrement pour vous servir de preuve à la police plus tard, d'accord, vous remettez ça à disposition de la police. Et le dernier alinéa de l'article là le dit qu'on peut enregistrer des images, des vidéos pour des raisons de preuve. Ou vous, supposons que vous, en tant que journaliste, si c'était vous qui avez peut-être enregistré et diffusé la vidéo de l'incident là des policiers sur vos canaux, qu'est-ce qui allait se passer? Donc vous êtes journaliste, est-ce que on allait vous punir pour ça? Ah ben moi je sais pas, c'est vous le spécialiste du droit. Le dernier alinéa dit quelque chose, d'accord. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. Et qu'est-ce qui ne s'applique pas? Parce qu'il y a des sanctions. Et ici, ils n'ont même pas donné d'hommage. L'alinéa 2 dit, lorsque vous diffusez cet enregistrement, vous n'êtes pas un professionnel, un citoyen, comme ce citoyen qui a eu à le faire, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 25 millions. Très rapidement, parce que notre temps est épuisé. Je vais scinder les deux cas. Oui, l'infraction là, pour les policiers, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Mais d'un autre côté, ce qui est condamné là, ce n'est pas parce qu'il a enregistré. C'est plutôt parce qu'il a diffusé cet enregistrement. Les acteurs que nous voyons dans la vidéo sont des policiers. Imaginez que, en respect à ces dispositions de la loi, la vidéo n'était pas tombée dans la place publique. Est-ce qu'il y aurait un tollé comme celui-là qui amènerait à des sanctions, à des poursuites judiciaires où cela pourrait avoir raison même des responsabilités à situer? Je veux croire à la bonne foi et au bon fonctionnement de nos différentes instances de la justice. Même si ce n'était pas diffusé. L'auteur, celui qui a été victime, peut récupérer cet enregistrement, ou bien celui qui l'a enregistré, aller porter plainte. Soit, pour porter plainte, il n'ira pas dans ce commissariat qui couvre la commune de, la ville de Latitengo, là. Il peut aller ailleurs. S'il n'a pas des raisons, il peut aller jusqu'au procureur. Ou venez vous voir, vous en tant que professionnel, parce que vous êtes, j'ai lu tout à l'heure, si c'était vous qui avez diffusé ça, d'après ma compréhension, on est bien protégé. Vous êtes bien protégé. Venez vous voir et c'est vous qui êtes leur porte-parole. J'ai de curiosité par rapport justement à cette situation. C'est tellement que vous êtes tombé sur ces messages de parents à la recherche de leurs proches perdus, etc. Quand je prends et je diffuse, est-ce que celui qui est perdu, supposons même qu'il ne s'est pas perdu, qu'il s'est réfugié quelque part, est-ce qu'il porte plainte contre moi pour dire vous avez fait violer ma vie privée, etc. Le cas que vous donnez, il y a plusieurs ans. Un enfant est perdu, par exemple. Ses parents, en tant que tuteur légal, peuvent... Vous demandez, vous n'êtes pas professionnel de médias, vous n'êtes pas professionnel justement d'information. Vous pouvez relayer, parce qu'ils donnent le consentement comme ça.
D'accord, il n'y a pas de problème. Supposons que la personne est majeure. La personne est majeure. On ne l'a pas vu. Maintenant, il y a une disposition. Je dis, ce n'est pas tout le temps qu'il faut utiliser le consentement. Il a dit, on peut diffuser ces images ou manipuler les données d'une personne pour la sauvegarde de ses intérêts vitaux. Par exemple, ça me rappelle un concours où quelqu'un a admis, mais ne s'est pas présenté. Mais on n'a pas utilisé pour nous porter atteinte. La sauvegarde des intérêts vitaux, ou bien un cas d'accident où la personne est inconsciente. On a besoin de ses parents pour lui venir en aide, pour venir payer les frais. Donc, on peut faire ce traitement sur la base de la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Parce que ça vise son intérêt, ça ne vise pas l'idée de l'ONU. Et pour finir, je voudrais demander, je ne sais pas si c'est le mot, c'est le lieu, mais excusez-moi beaucoup, demander une clémence, d'accord, à nos juges qui vont juger l'affaire de Nati Tengo, qui tiennent compte de l'intention. Qui a motivé ce et de la culture aussi, même si nul n'est censé ignorer la loi, qui tiennent compte également de l'intention. Est-ce que c'était dans l'intention de lui de porter atteinte aux victimes ou pour les intérêts vitaux de la personne. On a vu aussi, ma foi, des témoins de scène qui ont filmé et qui ont été carrément agressés par des forces de l'ordre pour récupérer justement l'image. Est-ce qu'il y a des actions possibles contre les forces de l'ordre qui récupèrent des éléments de preuve contre leur agissement? C'est aussi un autre volet. En tout cas, les discussions sont ouvertes. Merci beaucoup à vous deux, chers monsieur amoureux du droit. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à vous, monsieur Imouran Ilekoyo. Quant à vous, William Cliquant, vous restez sur place. Nous allons discuter tout à l'heure. On va s'intéresser un peu, je dois dire, à l'actualité sécuritaire au Bénin. Dans le nord de notre pays, il y a une sorte de retour aux actes d'insécurité. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut comprendre la chose? Voilà les deux axes sur lesquels on va intervenir tout à l'heure. En attendant, voici la pause. 1974, 2024. 50 ans déjà que le Centre international pour le développement des engrais, International Fertilizer Development Center, IFDC, intervient dans le développement agricole et la sécurité alimentaire. 50 ans de développement de l'agriculture depuis la base. Rejoignez-nous pour les journées portes ouvertes dans les bureaux de IFDC à Cotonou le 18 avril 2024. Venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration. Au programme également le lancement officiel de la foire itinérante du programme ACMA 3. Du 19 au 21 avril à Dassazoumé, du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à Djougou. Profitez d'une aubaine de réseautage offerte par les foires itinérantes de ACMA 3, l'un des programmes phares de IFDC. Entrée libre et gratuite. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour les acteurs du secteur agricole. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix
On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
Un enseignant retrouvé sans vie à son domicile, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Des individus armés non identifiés qui interviennent quelque part à Malanville et laissent derrière eux 3 morts et des blessés. À Bomekalavi, un étudiant qui sort de chez lui et qui est attaqué par arme à feu et qui lutte contre la mort sur une dizaine de jours avant de finalement succomber. En face, je dois dire, de la galère alimentaire et financière, il faut faire face aussi à la galère sécuritaire. En tout cas, qu'est-ce qui se passe actuellement au Bénin? Des questions qu'on va se poser pendant ces moments de discussion. Franck Aounou, bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Il faut mettre les deux mains sur la tête pour se demander où est-ce qu'on est, William. Oui, je me rappelle les faits des années lointaines. Bon, pas aussi lointaines que ça, mais les braquages à Dantokpa, les casses de banque. On n'en est pas encore arrivé là, mais je me souviens de la psychose qui pouvait prévaloir à l'époque quand les commerçantes ou les opérateurs économiques avaient beaucoup de difficultés à se déplacer avec de la liquidité en fin de journée, beaucoup de peur au ventre. À l'époque, le mobile banking n'était même pas encore arrivé. Et je me dis aujourd'hui que nous avons des prémices de... permettez que je sois alertant, que je sonne. J'appuie sur la sonnette d'alarme. On a l'impression que des événements comme ça... les événements en cours sont prémonitoires de cette grande insécurité. Moi, j'appelle ça du grand banditisme, même si je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, justement parce que je trouve que cela nous éprouve davantage. Cela nous éprouve beaucoup plus que le plaisantin du quartier qui se met à notre portail à l'aube ou dans notre rue pour nous intimider et nous arracher notre moto. Je pense que ce banditisme, avec des armes à feu, avec des armes blanches exploitées à un certain niveau, avec sans partie, sans cœur. Vous voyez, pour la scène, par exemple, de l'enseignant au nord, les conditions, quand on vous décrit les conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé sans vie, vous comprenez qu'il y a forcément beaucoup d'intentions de crime, un crime crapuleux à la limite. Dans un contexte comme ça, je pense que ce n'est pas de nature à apaiser les populations. Au Grand Nord, on parlera des corollaires ou de déclinaison possible de la situation sécuritaire relative au terrorisme, parce on parle d'individus armés non identifiés la plupart du temps, et on connaît certains groupes terroristes qui sont tapis dans l'ombre en haut, même si avec l'opération Mirador des forces armées béninoises ou des forces de défense et de sécurité en général, des choses sont faites. Et à Abomey-Calavi, et en plein cœur de Cotonou. De quoi s'agit-il? Est-ce le même terrorisme qui a migré ou c'est une autre forme de banditisme qui est née? On questionne les causes. On se demande si c'est parce que nous avons beaucoup plus de flics au carrefour maintenant pour la répression au code de la route et moins au commissariat que les choses se passent comme ça. Et maintenant, quand ils étaient au commissariat, est-ce qu'ils étaient sur chaque portail pour assurer la sécurité des Béninois avant que ce très grand banditisme, comme je l'appelle, avant que cela ait régressé considérablement? Ce sont des choses qu'on a moins entendues après, je sais pas, je ne veux pas situer les années, mais depuis 5, 6 ans, 7 ans, on n'entend plus vraiment ce genre d'actes. Il y a des actes isolés en fin d'année, des actes criminels, un peu comme on en a l'habitude 1-2 fois, mais à cette vitesse, une recrudescence de ce niveau, et avec une variation géographique comme celle-là, c'est bien inquiétant. Eric, vous avez compris quelque chose à ça? C'est vrai, il faut l'avouer, ça fait un très bon moment que nous avions observé la multiplication des cas de vol et de braquage dans nos grandes villes. À un moment donné, effectivement, on pouvait se convaincre de ce que, au niveau des forces de défense et de sécurité, un travail se fait véritablement pour mettre de la quiétude dans l'esprit de nos concitoyens. Mais ces derniers jours, avec les informations qu'on a de Parakou, où un conducteur de taxi-moto
s'est fait sauvagement braquer à Abomey-Calavi. Voilà un autre cas. Absolument. Abomey-Calavi, un jeune, sur son portail, on lui a arraché sa moto. Il essayait quand même de tenir un peu tête. On n'en finit pas l'abattre par balle. À Cotonou également, où au niveau des maisons, des concessions, des vols, ce que j'appelle des vols occasionnels, le jeune il circule, il observe autour de lui, il voit le portail ouvert, il entre. Il se fait même passer comme un locataire, comme quelqu'un de la maison. Il voit une porte ouverte, il rentre, il vole et puis il sort tranquillement. Donc je pense que c'est des cas que nous vivons aujourd'hui et cela nous inquiète parce que est-ce que cela nous prépare un peu à ce que William l'a dit, à de grands banditismes, un peu comme nous l'avions observé juste dans un passé récent. C'est à croire que le dispositif qui avait été mis en place pour donner ce résultat qu'on a salué tout à l'heure, il y a peut-être qu'au niveau de ce dispositif, quelques réglages qu'il faut faire. Est-ce que cela a un lien avec la mobilisation de toutes les forces de la police au niveau de la répression de casse? C'est une question qu'il faut se poser. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous observons que sur nos axes routiers, nous voyons vraiment la mobilisation des policiers. Est-ce que l'effectif qu'on y met véritablement sur cette opération a créé un vide quelque part, n'est-ce pas, et qui fait que nous subissons les affres de ces cas de vol et de braquage au niveau de nos villes. Il faut davantage le dire pour permettre à nos forces de défense, en tout cas la hiérarchie, de savoir que dans les quartiers, dans les ménages, il se passe des choses. Franck? Moi, je pense que ça peut se comprendre. Hein. Aujourd'hui, vous avez vu la traque qui se mène contre les cybercriminels, les gamins comme on les appelle. Il y a une sérieuse, disons, mobilisation de ressources autour de ce phénomène-là. Et donc, les jeunes qui n'ont rien appris et qui ne savaient que s'asseoir devant leur ordinateur pour arnaquer des gens, pour essayer de soutirer de l'argent à des gens, se retrouvent peut-être au chômage, en griffe, se retrouvent sans boulot. Et donc, il faut se nourrir, il faut entretenir les copines, il faut trouver de l'argent pour aller faire la bibine, pour aller dans les bistrots comme ils ont l'habitude de vivre. Et pour le faire, ils n'ont rien appris pratiquement. Ce sont peut-être des jeunes, des divorcés sociaux qui ne savent que mentir, voler, qui ne savent que commettre des actes horribles pour se nourrir. Et donc, ils ont changé, pour moi, de paradigme. Ils ont changé de fusil d'épaule. Il faut aller chercher l'argent coûte que coûte. Sinon, vous voyez le conducteur de taxi-moto qui a été braqué à Parakou, pardon, ils se sont comportés comme des clients. Ils l'ont appelé, nous voudrions que vous nous amenez quelque part. C'est tellement, ils ont eu l'occasion de se familiariser avec lui. Et quand il est arrivé, il est tombé dans leur guet-apens et puis ça y est. Les autres cas où le jeune a été suivi presque à son domicile, au portail, avant d'être abattu par ces voyous, je pense que ils sont en train de se reconvertir un tout petit peu. Et c'est la preuve que l'insécurité est un problème que l'on ne peut régler, disons, d'un seul coup. C'est un combat de longue haleine. Donc, toutes les fois où vous trouvez une solution à un pan de ce problème-là, ils réfléchissent également, tel que les forces de l'ordre réfléchissent chaque matin à sécuriser. Ils ont des plans pour quadriller des zones, pour extirper, pour essayer de nous séparer de ces vils individus. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils réfléchissent. Ils réfléchissent même parfois mieux que les forces de l'ordre, parce que quand vous tombez sur des terrains où ils ont opéré, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme imagination pour essayer de mettre en route toutes ces stratégies-là. Donc, c'est des gens qui réfléchissent à 1000 à l'heure, qui vous surveillent pendant que vous dormez, qui vous suivent pendant que vous êtes en éveil, et donc qui sont aux aguets. Ils réfléchissent beaucoup et trouvent des stratégies pour atteindre leur objectif. Donc, je pense que il faut prendre maintenant, il faut trouver des solutions, des solutions globales au problème et impliquer davantage les populations pour leur dire ne dormez pas sur vos lauriers. Parce que moi, je me rappelle encore il y a quelques jours, non loin de chez moi, pas une fine pluie, hein, de quelques dizaines de minutes, ils sont rentrés dans la maison et ils sont partis avec une moto. Quelques jours après, on a retrouvé les papiers de la moto à un carrefour non loin de la maison. Ça veut dire que c'est des gens qui rôdent. Le matin, ils viennent vous demander, mais est-ce qu'il y a des chambres à louer à l'intérieur?
Et d'un seul coup d'œil, ils ont déjà repéré tout ce qu'ils peuvent venir dérober la nuit. Si vous fermez votre porte, où ils envoient des femmes, des jeunes, ils envoient même des enfants aller regarder ce qui se passe. Donc ils ont 1001 stratégies qu'ils développent. Et dans ces conditions, même si on a le policier le plus futé du monde, le plus formé du monde, sans information, sans lui dire ce que ces gens-là font dans les quartiers, ils ne pourront jamais... Oui, mais comment se fait-il qu'on a eu une accalmie alors entre-temps? Oui, l'accalmie se justifie par le fait que les forces de l'ordre également ont développé de nouvelles stratégies. Et dès qu'eux, ils développent, enfin elles développent, dès que les divorcés sociaux aussi se regroupent pour dire attention, nous avons en face de nous de nouvelles stratégies, eux-mêmes, ils contournent ces stratégies. Et donc, ça a duré pendant un bon moment. Vous voyez aujourd'hui sur les axes routiers de Cotonou à Parakou, vous roulez à n'importe quel moment de la nuit, vous vous sentez plus ou moins en sécurité. Avant, quelque part à Kokoro ou à, je ne sais pas, dans la grande forêt, je me dis que la période d'accalmie, en tout cas, que nous avions connue et que nous saluons, c'est peut-être lié au fait qu'à un moment donné, on a senti le besoin de migrer vers la cybercriminalité. Voyez-vous, et cela a créé une forme de paix au niveau des ménages parce qu'il suffisait donc d'être devant un ordinateur, n'est-ce pas, et puis d'escroquer les gens de façon électronique et ça pouvait alimenter tout un réseau. Mais avec la répression qui est aussi entrée dans ce milieu, je pense que ça ne paye plus peut-être comme avant. Et donc, il faut revenir à de mauvaises habitudes plus criminel, n'est-ce pas, que la cybercriminalité. C'est peut-être ce que nous sommes en train d'observer parce qu'aujourd'hui, nous savons également qu'au niveau de la lutte contre la cybercriminalité, les forces de défense ont déployé vraiment beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de jour qui passe où on nous informe qu'on a arrêté 12 par ici, 15 par là, 20 par-ci et puis tout ça. Donc, je pense que là aussi, on a gagné du terrain en termes de sécurité. On est en train de décourager les esprits, de décourager les mauvais comportements. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que cela peut aussi justifier le fait que ces derniers jours, on remarque de plus en plus, peut-être que dans cet effectif, il y en a. Bon, il faut justifier, il faut pouvoir trouver quelque chose. Et donc, on a repris des services en ce qui concerne le vol et puis les braquages. William? Dans les 545 arrondissements au Bénin, j'ai découvert dans un travail qu'il y a une occupation de 80% de commissariats sur l'étendue du territoire national. Je pense que c'est un gros effort. Notamment dans les grandes villes, on a travaillé à avoir des commissariats d'arrondissement sur la plupart du territoire. On utilise l'unité de commandement comme le commissariat, donc un peu plus rapproché des populations. Et la police, les autorités publiques ont développé beaucoup de stratégies, beaucoup de projets, coproduction de la sécurité, collaboration avec les populations, faire de chaque concitoyen, de chaque habitant, de chaque quartier un potentiel informateur de la police, notamment des stratégies qui ont été davantage déployées et développées à l'avènement de la menace terroriste au Grand Nord. Donc, je trouve qu'il y a un travail qu'il se faisait pendant un bon moment. Est-ce qu'on a érodé l'efficacité de ces mesures? Est-ce que ces dispositions ou ce dispositif mis en place aujourd'hui est progressivement en train de perdre des plumes, laissant place à des failles? Est-ce qu'il y a des brèches aujourd'hui dont profitent les autres, les détracteurs, ceux qui troublent l'ordre public? Est-ce qu'aujourd'hui, ces messieurs développent des intelligences qui éprouvent le système? Je suis tenté de dire oui. Cybercriminalité sans occulter le phénomène, je trouve que ce n'est pas suffisant. On avait un banditisme qui venait de notre voisin, le Nigeria, une insécurité qui provenait de la lisière de ces mecs craqués jusqu'à l'entrée de certaines grandes villes du côté de l'Est, mais que nous avons relativement maîtrisé.
pendant un bon moment. Nous avons eu le développement de certains milieux urbains aussi qui a chassé le noir, qui a chassé... on a eu une certaine razzia, même si c'était d'un côté politique de certains grands ghettos de Cotonou, depuis un peu même avant l'arrivée de Patrice Talon. On a fait des choses qui, l'une mise dans l'autre, ont concouru dans le temps. On concourt à une accalmie. Pour moi, c'est la façon dont j'explique, en attendant de demander que des autorités de la police donnent un peu de temps à autre chose que la répression, par exemple en nous informant de potentielles raisons qui auraient expliqué. Vous savez, hier on a fait un débat sur le maïs des raisons, mais quand on a écouté le ministre Dossoui en soirée hier, on a compris d'éléments nouveaux, même si nous ne sommes pas convaincus. Quand je dis convaincus, ce n'est peut-être pas le bon mot, même si nous trouvons qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer cette flambée excessive, on a quand même eu des raisons institutionnelles qui pour moi, tiennent la route, qui étayent notre incompréhension, qui nous montrent, qui nous parlent de choses que nous n'avons pas les moyens de vérifier. Je pense que nous spéculons beaucoup sur ce sujet aujourd'hui et que la police gagnerait beaucoup à nous expliquer s'il y a eu des failles. Ce n'est pas la grande muette comme l'armée, certes, mais ils ont les moyens de communiquer, de nous expliquer là où nous sommes en danger, les choses qu'ils font, sans pour autant dévoiler toute leur stratégie pour essayer de nous apaiser, pour essayer de nous calmer. Je pense que c'est nécessaire. Et sur ces potentielles raisons, qu'ils associent également les communautés à la base, les élus locaux, un peu comme ils ont vraiment développé les stratégies ces dernières années. Cela va de la sécurité, de la quiétude de ce pays, le Bénin, parce qu'on ne développe pas un pays qui n'est pas tranquille, qui n'est pas apaisé. Pendant que le terrorisme nous éprouve à la grande échelle, il ne faut pas que d'autres sources ou d'autres actes d'insécurité prennent de l'ampleur sur le reste du territoire, sinon on risque d'être éprouvé dans tous les sens et cela ne garantit pas notre développement, ne garantit pas le bien-être des populations. Vous avez mis l'accent sur la présence géographique à hauteur de 80% de la police dans notre pays, au niveau donc des différents arrondissements. Oui, mais l'effectif, quand un commissariat tourne avec 5 policiers, ce n'est pas la même efficacité que quand il tourne avec 10, 15, 20 policiers. Est-ce que véritablement on a de l'effectif? Et au-delà de l'effectif, les moyens, les conditions matérielles et surtout sociales des policiers, est-ce que cela accompagne? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça galère trop? Entre-temps, on a remarqué que beaucoup démissionnaient, beaucoup disparaissaient de la police, on ne sait pas où est-ce qu'ils allaient, et même quand la direction générale lançait les avis de recherche, etc., ça ne retournait pas toujours. Peut-être que ça peut expliquer que on a des conditions qui ne leur permettent pas véritablement de faire le travail, Franck. Oui, vous avez raison, c'est vrai que la présence aujourd'hui des commissariats, des unités de sécurité à travers le pays, c'est une réalité, mais il reste que le ratio policier et le nombre de citoyens béninois à sécuriser reste loin d'être atteint au Bénin, et ce n'est pas le cas du Bénin seul. Dans les autres pays également, on est confronté à ce problème. Ça n'a jamais été le cas. Si vous prenez un policier pour, par exemple, je ne sais pas, 500 habitants, ça veut dire qu'il y a un problème. Un policier ne peut pas sécuriser tout un village. Et ça ne va pas prospérer. Et lorsque vous voyez les recrutements qui ont été faits ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en termes de dotation en matériel également. Moi, j'ai pu constater des pick-up qui font je vais parler de corridors, qui font l'année Parakou-Cotonou. Vous les voyez en train de se déplacer. Il y a eu également un effort qui a été fait à ce niveau. Mais toujours est-il que la poussée démographique, les besoins des uns et des autres et les nouvelles formes d'insécurité qui naissent aujourd'hui font qu'il y a toujours le besoin qui se fait sentir. Vous avez parlé de l'engagement des jeunes qui se retournent rapidement lorsqu'ils vont faire quelques jours d'expérience au niveau de la police. C'est bien normal. Avant, les gens entraient peut-être à la police par vocation pour aller véritablement défendre, ils étaient fiers même d'aborder rien que la tenue de policier. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a tellement de mesures qui sont prises pour éviter
le rançonnement, parce que quelqu'un qui va à la police également, il pense que, bon, en retournant le soir, il peut s'en mettre plein les poches. Il peut prendre 2000 chez quelqu'un qui n'a pas sa pièce à jour ou qui a oublié peut-être sa pièce à la maison en sortant. Et donc, cette idée-là qu'ils se font en allant à la police, ils vont découvrir très rapidement que les choses ont changé. Donc, du coup, on change également d'ambition. On se dit, ben, moi, je ne veux plus rester dans cette galère-là parce qu'effectivement, on voit des policiers. Quand vous les voyez debout, vous vous dites, mais la tenue est dégarnie. Lui-même, présent, vous sentez qu'il n'est pas présent d'esprit. Le corps est là, mais vous le sentez très pensif. Et donc, quand ça se passe comme ça, ils ont envie vite de retourner. Mais c'est dans tous les corps de métier. Hein. Il y a nulle part. Oui, puisqu'on parle des policiers dans d'autres corps de métier également. On a aussi cette galère-là. Mais est-ce qu'on pensait qu'il n'est pas temps aussi de faire le point de cette réforme de la fusion police républicaine gendarmerie? Est-ce que ça peut avoir un lien, Eric? Vous savez, quand la réforme avait été annoncée, il y avait des critiques sur le fait que cette cohabitation n'allait pas donner un grand résultat. Mais c'est quand même au cours de cette période que nous observons l'alchimie que nous avons relevé tout à l'heure. Donc ça veut dire que quelque part, ça a marché. Je pense que l'État n'a jamais fermé l'œil sur ce secteur. Il y a eu de l'investissement. On a recruté véritablement dans ce secteur. L'État a mis beaucoup de moyens à disposition des forces de défense et de sécurité. Mais après, nous savons que c'est un défi de tous les jours et que malgré l'investissement massif qui se fait véritablement, on est toujours à la recherche de sécurité. Mettre davantage les hommes en confiance, mettre des équipements assez adéquats à leur disposition pour faire face aux menaces, essayer de relever un peu le traitement salarial. Je pense que ce qui a été fait également récemment. Donc, on ne s'arrête pas véritablement de trouver des moyens et d'accompagner véritablement les forces de défense et de sécurité. Mais il n'y a jamais ces côtés zéro. Malgré ces investissements, il reste toujours d'efforts à fournir pour davantage avoir garanti la sécurité des concitoyens. Il faut aussi ajouter quand même qu'au niveau de nos concitoyens, il faut encore de vigilance, plus de vigilance et de pouvoir véritablement remonter les informations à nos autorités locales, les chefs quartiers, chefs d'arrondissement, le commissariat le plus proche, de ce que nous pouvons observer d'anormal, de la présence de quelqu'un qui fait bizarre à nos yeux. C'est un réflexe qu'on a peut-être perdu, mais qu'il faut rapidement retrouver. C'est vrai, on a davantage sensibilisé les gens à une forme de coproduction entre la police et puis les citoyens. Après les événements qui se sont produits à Natitingou, je me dis, est-ce que sur ce chantier aussi, on n'est pas en train de créer une forme de réticence dans l'esprit des concitoyens? Vous avez vu le jeune qui a filmé la scène de bastonnade avec les agents de la police qui est aujourd'hui mis aux arrêts. C'est vrai, on ne l'a pas mis aux arrêts parce qu'il a filmé, mais pour la diffusion, n'est-ce pas, selon les informations qu'on a reçues. Je pense qu'il y a une peur, franchement, qui rapidement va se retrouver dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on a une information? Vous filmez, vous n'êtes pas... Vous filmez pourquoi? Oui, mais l'information, je peux porter l'information, je peux porter l'information, je peux porter l'information. Oui, vous gardez ça chez vous, vous gardez ça. Vous en faites une preuve pour la police. Quand vous avez là, ça n'aide pas. Là, ça n'aide pas parce que a coupé. Bon, vous pourriez regarder ensemble. Et là, ça n'aide pas parce que je peux porter l'information à partir d'une vidéo, à partir d'un texte, à partir d'un SMS, à partir d'un audio. Aux autorités compétentes, à la police, pas sur les médias sociaux. Je pense que... Mais écoutez, si l'information que j'ai compromet peut-être un commissaire, ne me demandez pas d'aller remettre cette preuve à mon bourreau. Si ça compromet quelqu'un, ne me demandez pas d'aller remettre... qu'on remette ce qu'on a filmé là au commissariat. Oui, c'est ça. Ça les compromet. C'est ce que le demandez pas. Ah oui, c'est bien de faire ça dit que quand il finit de filmer le monsieur qu'on a bastonné, il dit monsieur le commissaire, vous prenez et faites des enquêtes. Le commissaire n'est pas le seul chez qui on va avec une preuve.
aller chez le procureur de la République de la juridiction. Je vois, c'est notre voisin d'à côté, le procureur en effet. C'est notre colocataire, le procureur. Il est là au tribunal. Le procureur est au tribunal, toqué à son bureau. Oui. On va faire le procès de cette situation ici. Oui. Parlons un peu de notre sécurité. Je parlais justement de cette réforme de fusion. Est-ce que quelque part, on ne peut pas faire le bilan aujourd'hui et se demander où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a quelques soucis dans le système de sécurité nationale? C'est Sarkozy qui se défendait après avoir supprimé plus de 12 000 places 12 000 postes de policiers. Et il disait aux médias français, la sécurité de la France n'est pas une question d'effectifs. Et à l'époque, il s'est vraiment défendu avec un argumentaire. Vous savez, parfois, les pouvoirs publics nous opposent des choses que, dans le fond, nous trouvons très utopiques, parce qu'on se dit que cette solution ne peut pas régler le problème auquel nous sommes confrontés, mais sur le terrain, le diagnostic qui est fait a besoin d'une thérapie comme celle-là. Vous voyez, 2018, nous sommes en 2024, plus de 5 ans, sinon 6 ans, très exactement. Pour moi, c'est un temps conséquent pour s'asseoir et dire qu'avons-nous gagné, ok? Parce qu'il y a ils peuvent se targuer de certains résultats, parce que il faut dire que pour la même mission, il y avait la communion des efforts. La communion des efforts, parce qu'il y avait, on dispersait les ressources de l'État pour le même quartier, ou pas quartier, mais pour le même territoire, pour la même juridiction administrative. Voilà, on avait gendarmerie, on avait police. Moi, je pense que pour les petites choses que je sais de cette fusion, il y a eu des avancées. Il y a des choses qu'on n'a jamais pu réussir aussi. Et c'est le moment de discuter. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, ça. Les flics de base, des policiers de base, se trouvent aujourd'hui en train de dénoncer ou de s'offusquer de ce que d'anciens gendarmes sont beaucoup plus lotis qu'aujourd'hui. Cela voudra dire que 6 ans après, on n'a pas consommé encore l'intégralité de cette fusion. Il y en a qui se reconnaissent encore dans leur ancienne peau, dans leurs anciens grades, dans leurs anciens privilèges. Et on ne peut pas finir cette émission sans parler de la mise à la retraite d'office. On ne fait pas tout de suite une corrélation. On ne fait pas un lien tout de suite. Il y a un lien à faire avec ça. On dira que je ne suis pas expert, que je n'ai pas un lien à faire. Mais moi, je ne peux pas analyser sans dire que dans les faits récents, il y a eu un événement comme ça qui pourrait, et je suis au conditionnel, qui pourrait bien impacter. On me dira qu'ils ne sont pas, que ceux qui ont été envoyés à la retraite d'office, pas des opérationnels. Voilà, ne sont pas les derniers brigadiers qu'on voit sur le terrain. Ils sont plutôt des hommes de bureau. Ça, ce sera l'argument institutionnel. Mais à eux maintenant de nous dire les raisons pour lesquelles cela s'est passé. Je pense que l'un mis dans l'autre, il faut vraiment que la police nous explique aujourd'hui, et surtout cela va permettre de nous apaiser, qu'on soit moins inquiet, qu'on n'ait pas les émotions à fleur de peau, et qu'ensuite on pense les stratégies. Réforme de la fusion, l'heure du bilan, oui, je pense que si c'était le titre d'une émission, on pourrait la faire, ou d'un atelier, il pourrait en discuter. Alors, cette réforme sur le plan humain au niveau de la sécurité dans notre pays, moi je sais que c'est une volonté d'abord politique. On a voulu fusionner, mutualiser un peu les forces pour essayer de capitaliser les efforts qui sont faits, pour essayer de regarder dans la même direction et ne pas disperser, disons, les énergies pour les mêmes problèmes que nous devons régler. La question que moi je me pose, après la fusion, est-ce que les points pour sécuriser les populations, est-ce que ça a été rasé, est-ce que ça a été supprimé? Je me rends compte que non. Dans les zones où, et William a donné les chiffres tout à l'heure, les statistiques, les zones où on voyait les gendarmes et pas les policiers, aujourd'hui, on peut voir les policiers, c'est-à-dire la police républicaine. Ça veut dire que ça n'a pas impacté... Mais il y avait des localités où on avait la présence des deux forces. Oui. La gendarmerie a disparu. Bon, il jouait pratiquement le même rôle, sécuriser les populations. Aujourd'hui, on peut le constater. Lorsque vous prenez sur le plan opérationnel et stratégique, il y avait les barrières. Lorsque vous entrez dans une ville, par exemple, vous voyez les barrières, je me rappelle plutôt si c'est de la gendarmerie ou de la police, mais je sais qu'on rencontrait
police et après gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez les checkpoints un peu des zones dans lesquelles sont installés des policiers républicains qui assurent la sécurité pour voir si tous ceux qui entrent dans ces villes-là sont des citoyens, disons, intègres. Est-ce que tous ceux qui rentrent dedans sont des biens avec lesquels l'on doit circuler? Je pense que lorsqu'on met tout ça là ensemble, il y a de quoi espérer. Maintenant, en interne, vous voyez qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Non seulement les gens pensent que les policiers sont mal lotis, mais au niveau disons, de la cohabitation, j'ai eu dire que c'est beaucoup plus les gendarmes qui occupent les postes de responsabilité au niveau des unités de sécurité. Ça, c'est à vérifier. Mais je sais qu'il y a eu au moins, le patron, il est de la gendarmerie nationale, si je me trompe. Enfin, non, pas du tout. Gendarmerie, il y a d'autres responsables, porte-parole de la police républicaine, il y a d'autres responsables. Il y a d'autres responsables qui sont dans l'ancienne gendarmerie. On vous dira alors que vous n'avez pas évoqué ceux qui sont dans l'ancienne police, qui sont aussi dans l'administration. Est-ce qu'ils sont aussi en position visible et perceptible comme ça? C'est la question. C'est un vieux débat. Lorsque vous parlez de la gendarmerie et de la police, on vous dit que les gendarmes appliquent mieux les tests que les policiers. Au niveau de la police, il y avait trop de dérives, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, les mettre ensemble, c'est un peu comme si les pratiques diffèrent un tout petit peu. Pour les fusionner, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, je me dis... il faut continuer à avancer. Oui, c'est une réforme. On peut corriger l'État au fur et à mesure qu'on avance. Je t'invite sur la question. Je ne suis pas de ceux qui disent dans la rue qu'il faut que toute la génération d'anciens policiers nationaux et gendarmes, toute cette génération doit aller d'abord, ou les dernières générations doivent aller à la retraite avant qu'on consomme cette fusion. Non, on risque, même pour les nouveaux qui entrent dans le corps... Ah oui, sérieusement, pourquoi? Oui, il y a des gens qui disent cette réalité. Comment est-ce que... C'est-à-dire le policier qui a été recruté il y a 5 ans ou 6 ans, en quoi est-ce que serait concerné par toutes les histoires? Les jeunes lui sont transmis. Ah oui? Les jeunes de division lui sont transmis. D'abord, il le vit actuellement avec le commandement dans lequel il est, l'unité dans laquelle il se retrouve, les discours, parce que, vous savez, ils ont vocation eux-mêmes à dire que les gendarmes n'étaient pas faits pour les grandes villes, qu'ils étaient faits pour le grand banditisme aux extrémités et à l'intérieur. Et vous diront que du point de vue juridique, ils étaient moins outillés que eux, policiers qui sont au fait et au contact de la réalité de tout le temps. Moi, je pense que c'est l'heure vraiment du bilan. Pourquoi pas vous intégrer de corps que vous n'avez pas suffisamment éduqués à cohabiter ensemble, vous ne les avez pas édulcorés, tous deux à aller dans la même optique. Est-ce qu'ils ont eu vraiment des recyclages, des ateliers de formation qui les affinent de part et d'autre, qui concilient légèrement les positions? Parce que pour devenir gendarme, on passait le concours militaire, et pour devenir policier, on passait un concours de police. Donc, des gens qui à l'origine sont venus comme ça, qui ont exercé pendant des années. Il y a une formation. Est-ce que la mise à la retraite, ils ont dit non pas d'y forcer, est-ce que ça peut avoir d'office? Les textes disent mise à la retraite d'office. Oui, voilà. Oui, donc pas forcé. C'est le mot que je cherchais. Voilà, je vous le passe. Merci beaucoup pour le secours. Oui. Oui. Est-ce que ça peut avoir un effet, ça peut avoir une explication, cette mise à la retraite d'office? Oui, je pense que c'était des gens qui étaient dans l'administration, qui jouaient certains rôles, mais qui pouvaient être remplacés aussi. Ils n'étaient pas éternels à ces postes-là. Il y avait des gens qui avaient leurs compétences également. Mais leur départ peut créer une sorte disons, de décadence. Voilà le mot que je cherchais. Une sorte de décadence, mais en interne. Mais que cela réagit, affecte l'efficacité sur le terrain. Je n'en suis pas sûr. Je pense que si les autorités au plus haut niveau en sont arrivées là, c'est qu'on a pu étudier, la décision n'a pas été prise sur un coup de tête, on a pu analyser un peu les contours, on a pesé le pour et le contre, les insuffisances que ça peut apporter, et on a dû certainement anticiper. Ça, c'est mon avis. Maintenant, il faut aller au niveau de l'administration pour voir si effectivement ça a eu des impacts significatifs sur le déroulement des affaires internes. Je pense que c'était une décision difficile, mais il fallait la prendre, parce qu'à un moment donné,
il y avait carrément un déséquilibre dans l'architecture, n'est-ce pas, de ces unités. Aujourd'hui, il y a pas de déséquilibre avec tous les grades qu'on a remis aux gens. Un peu comme l'a expliqué généralement le ministre de l'Intérieur. Vous avez des jeunes qui ont gravé des échelons, mais parce que des plus anciens sont là, ils sont coincés à leur stade. Et en termes d'exécution des tâches, ce n'est pas non plus les anciens qu'on voit à l'eux, c'était plutôt encore bien les jeunes. Donc, il fallait vraiment redistribuer les cartes, il fallait refaire la place. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Merci pour la présence depuis lundi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à lundi prochain, juste après moi, la revue de presse. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si mets ta capi.